Mon père a couché avec ma femme la veille de mon mariage. Puis j'ai marché tranquillement vers l'autel. Mais lorsque le pasteur m'a demandé si je la prenais pour le meilleur ou pour le pire, j'ai pris le micro et me suis tourné vers la foule. Ce que j'ai dit ensuite a réduit toute l'église au silence. L'orgue résonnait comme une tempête emprisonnée dans le marbre. Je me tenais devant l'autel de la cathédrale Saint-Barthélemy. Chaque note vibrait à travers les sols cirés et grimpait jusqu'au plafond voûté comme un ultime avertissement. Mon smoking me collait à la peau comme une seconde peau, lourd de sueur et de secrets. 200 invités remplissaient les bancs. Famille, amis, collègues, tous souriants, s'attendant à une démonstration d'unité et à des vœux. Aucun d'eux ne savait qu'ils allaient assister à une démolition. Isla a marché vers l'autel dans une robe qui scintillait comme le clair de lune sur l'eau. Son voile flottait derrière elle tandis que son père l'escortait comme un cadeau fragile qu'on lui transmet. L'air était chargé de joie. Du moins, c'est ce qu'il semblait de l'extérieur. À l'intérieur, je respirais à peine. Mais ce n'était pas Isla que je fixais. C'était l'homme assis sur le deuxième banc, du côté du marié. Mon père, Malcolm Callahan, distingué, posé, un juge à la retraite aux cheveux argentés et au genre de voix capable de faire taire une salle sans monter d'une octave. Il était assis là, fier et poli, comme s'il ne m'avait pas détruite il y a moins de 24 heures. Moins d'un jour auparavant, j'avais appris qu'il couchait avec ma fiancée. Et maintenant, il était assis là, dans son plus beau costume, souriant comme le roi d'un héritage qu'il venait de briser. J'aurais dû me jeter sur lui. J'aurais dû lui casser les dents et le traîner dans l'allée de marbre par son col à 1000 têtes. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté là, le cœur battant, l'écrin à bague dans ma poche, les yeux rivés sur l'homme qui m'avait appris à distinguer le bien du mal tout en commettant l'impensable dans mon dos. Je ne savais pas ce qui me faisait encore plus mal, la trahison ou la comédie qu'il jouait. Le regard d'Isla se fixa sur le mien tandis qu'elle approchait, et l'espace d'une seconde, je me demandais si elle savait que je savais. Son sourire vacilla juste assez pour que je me demande si ses jambes étaient aussi stables qu'elles en avaient l'air. Peut-être pensait-elle que je ne l'avais pas découvert. Peut-être pensait-elle que j'avalerais le mensonge pour sauver les apparences. Mais je n'étais plus cet homme. Plus après la nuit dernière. Plus après avoir vu ces images. Le pasteur, le révérend Kingsley, ouvrit la cérémonie avec sa cadence chaleureuse habituelle, les mains jointes, la voix chargée de formalités. Mon esprit allait et venait dans ces mots, des expressions comme union sacrée et engagement pour la vie rebondissant sur les murs comme des blagues cruelles. Je regardai de nouveau mon père. Il me fit un signe de tête, ce signe de tête fier et performatif qu'il adressait toujours au dîner de remise de prix, aux remises de diplômes, aux étapes importantes de sa carrière. J'ai failli rire. L'ironie m'étouffait. Isla atteignit l'autel. Son père souleva le voile, l'embrassa sur la joue et s'assit. Sa main glissa dans la mienne. Elle était froide. Peut-être était-elle nerveuse. Ou peut-être sentait-elle que le scénario allait s'effondrer. Elle me regarda dans les yeux, cherchant quelque chose. Du réconfort, du pardon, de l'ignorance. Je ne lui donnai rien. Le révérend Kingsley continua, et mon cœur battait plus fort que sa voix. Lucas, prends-tu Isla pour épouse légitime, que tu garderas et garderas à partir de ce jour? Je fis un pas en avant, la voix posée malgré le chaos intérieur. Avant de dire quoi que ce soit, dis-je en tendant la main vers le micro. J'ai quelque chose à dire. La salle se figea. Les invités cessèrent de s'éventer. Un rire d'enfant s'éteignit brusquement. Même les mains de l'organiste s'immobilisèrent sur les touches. Les doigts d'Isla se resserrèrent autour des miens. Lucas, murmura-t-elle. Mais je ne la regardais pas. Je me tournai vers les bancs, vers les visages que j'avais vus à chaque Noël, chaque anniversaire, chaque barbecue du 4 juillet à la Maison du Lac. Mes cousins, mes tantes, mon mentor à la faculté de droit, mes collègues de Jensen et Gray. La famille McKenna du côté de la mariée, tous habillés pour impressionner, tous réunis pour une union parfaite. Et puis il y avait Malcolm, toujours assis, toujours calme, toujours en train de faire semblant. Je le regardais droit dans les yeux. Merci à tous d'être là, dis-je, ma voix résonnant sur la pierre comme une lame tirée de son fourreau. Je sais qu'aujourd'hui était censé être consacré à l'amour, à la confiance. Mais avant d'aller plus loin, je dois vous dire la vérité. Des halètements parcoururent la foule comme des étincelles dans l'herbe sèche. Je vis le révérend Kingsley remuer, mal à l'aise. La main d'Isla lâcha la mienne. Mon père,
continuai-je, toujours face aux invités, à coucher avec ma fiancée. Ni il y a des mois, ni des années, la nuit dernière. Elle était là. L'explosion. Elle n'a pas explosé avec des cris, mais avec un silence si violent qu'il aurait pu couper du verre. Une femme, quelque part au fond, laissa échapper un soupir brusque. Quelqu'un d'autre murmura, « Jésus-Christ ». Je ne regardais pas Isla. Je n'en avais pas besoin. Le poids de l'écrin dans ma poche brûlait comme un feu. Je marquai une pause. Qu'ils le ressentent. Qu'ils absorbent tout ce qu'était vraiment ce moment. Un règlement de compte, pas un mariage. Je me tenais là, prête à donner ma vie à quelqu'un. J'étais prête à promettre tout ce que j'avais. Mais au lieu d'une loyauté aveugle, j'ai choisi la vérité. Ma voix n'a pas tremblé. Plus maintenant. Aujourd'hui, je fais le vœu de je me suis dit que je ne prendrai plus jamais le silence pour de la force. Que je ne protégerai plus jamais ceux qui me poignardent dans le dos et s'attendent à ce que je souris pendant que je saigne. J'ai rendu le micro au révérend, stupéfait, et j'ai marché jusqu'à l'autel. Je suis passé devant Isla, devant mon père, devant 200 yeux écarquillés et bouche bée. J'ai franchi les portes de Saint-Barthélemy et j'ai pénétré dans la lumière d'une vie que j'allais désormais vivre selon mes propres conditions. Et derrière moi, les échos d'un conte de fées ruiné résonnaient plus fort que n'importe quelle marche nuptiale. Il y a 3 mois, si vous m'aviez demandé à quoi ressemblait le bonheur, j'aurais dit, Isla sur le siège passager de ma voiture, fredonnant au rythme de la radio, les pieds sur le tableau de bord, la lumière du soleil filant à travers la vitre et illuminant ses boucles. J'aurais dit la photo encadrée de nous à Folly Beach, collée sur mon réfrigérateur sous un aimant souvenir, ou la façon dont elle pressait son front contre le mien chaque fois que j'étais stressé, en murmurant, « Tu peux le faire, Lucas ». J'aurais dit la vie, telle qu'elle était. Puis, je me suis senti entier. Je m'appelle Lucas Callahan, j'ai 29 ans, je suis architecte en chef chez Jensen & Gray, récemment promu, apprécié et bien payé, fils d'un juge à la retraite respecté, fiancé à la femme qui faisait tourner les têtes desquelles entrait dans une pièce. Sur le papier, j'avais tout. J'étais l'homme que l'on désignait du doigt en disant, il a tout compris. Et peut-être y croyais-je. Peut-être étais-je assez arrogant pour penser que l'amour, quand on le gagne, était à l'abri de la pourriture. Le jour où j'ai rencontré Isla, il pleuvait si fort qu'il fallait crier. L'humidité de Charleston nous enveloppait tandis que nous inspections un site historique à rénover. J'étais trempé. Elle était furieuse du retard. Vous êtes toujours en retard, a-t-elle lancé, un bloc-notes sous le bras. Mais elle a souri quand je lui ai tendu mon parapluie, même s'il fonctionnait à peine. Très bien, a-t-elle marmonné. On gagne un point pour l'effort. Ce fut le début. Elle était féroce. Rapide à plaisanter, encore plus rapide à répliquer. Un ingénieur en structure avec un cerveau programmé pour la logique et un cœur enfoui sous une couche d'indépendance. J'adore ça chez elle. Elle me mettait au défi. Elle ne me laissait pas me reposer sur mes lauriers. Et entre les réunions arrosées de café et les randonnées du week-end, nous sommes tombés dans quelque chose qui semblait inévitable. Elle a rencontré mon père 6 mois après le début de notre relation. Malcolm avait toujours été calme, un homme qui faisait de l'ordre dans le chaos, qui parlait d'un ton mesuré et m'avait appris la valeur de la discipline après la mort de ma mère. Il était présent mais jamais intrusif et son approbation était comme une récompense rare. Calme, pesant et précieux. Isla l'a conquis facilement. Il m'a dit un soir, au-dessus de Brandy, elle a du feu, fiston. Elle te rendra meilleur. Je pensais qu'il le prenait pour un compliment. Isla était la première femme que j'ai ramenée à la maison pour Thanksgiving. Malcolm découpait la dinde pendant qu'Isla racontait l'histoire d'une véranda qui s'était effondrée et qu'elle avait contribué à réaménager. Ses yeux se plissèrent lorsqu'il rit. Tu aurais dû être avocate, lui dit-il. Tu te disputes avec style. Elle sourit. Je me souviens d'avoir été fière, pas jalouse. Fière que 2 personnes que j'aimais se respectaient, qu'elles aient sympathisé à l'époque. J'ai revu tous ces moments qui semblaient doux. Les appels téléphoniques tard le soir où Isla demandait conseil à Malcolm sur la politique familiale. Les coins tranquilles où il disparaissait lors des fêtes pour parler affaires. Je pensais que c'était une sorte de lien tacite, une belle-fille essayant d'impressionner le père. Je pensais que cela signifiait qu'ils investissaient dans notre avenir commun. Je ne savais pas que c'était le début de ma perte. On nous appelait un couple puissant. La carrière d'Isla progressait rapidement. La mienne était déjà stable.
On était belles sur les photos. On faisait des dons. On souriait largement. Lors de collecte de fonds. Je n'avais aucune raison de douter d'elle. Je n'avais aucune raison de croire que derrière les images soigneusement sélectionnées que nous publions, il y avait autre chose qu'une admiration mutuelle. Nous nous disputions, comme tout le monde, généralement à propos des préparatifs du mariage, elle souhaitait une cérémonie intime, moi quelque chose d'important. Elle me traitait de traditionnelle. Je la traitais d'impatiente, mais nous nous réconcilions toujours. Ou du moins, je le croyais. Maintenant, je me demande si ces disputes n'étaient pas des écrans de fumée commodes, des endroits où cachaient de plus gros péchés. Ma plus grande inquiétude il y a 3 mois était de savoir si nous devions opter pour un quatuor à cordes ou un violon solo. C'est ce qui m'inquiétait. Ça et quelle boulangerie pourrait reproduire la recette de Red Velvet de ma mère? Je passais mes week-ends à créer une playlist, à appeler des traiteurs, à esquisser les plans de table de nos invités comme si c'était important. Je ne réalisais pas que, tandis que je construisais une vie, méticuleusement et passionnément, les 2 personnes qui la fondaient y creusaient des trous, un secret à la fois. Je me souviens qu'Isla m'a demandé un jour, « Tu crois que nous serons comme tes parents ?» J'ai ri et j'ai dit, « Non, nous serons meilleurs. Nous aurons ce qu'ils n'ont pas pu. » Ma mère est morte quand j'avais 14 ans, d'une rupture d'anévrisme un matin, sans nous laisser le temps de nous dire au revoir. Malcolm a changé après ça. Il ne s'est jamais remarié. Il est devenu encore plus maître de lui, plus discipliné. Je l'admirais pour ça, pour m'avoir élevé seul, pour ne jamais laisser le chagrin le détruire. Je comprends maintenant que c'était peut-être le cas, mais de manière plus lente, plus insidieuse. On dit que la trahison ne se fait pas en un instant. Qu'elle grandit dans le silence, dans les regards, dans les décisions tacites. Je n'y croyais pas avant de commencer à y penser. Et Dieu, il y avait des signes. La façon dont la main de Malcolm s'attardait sur le dos d'Isla pendant ce gala en décembre dernier. Les bouteilles de vin supplémentaires qui disparaissaient sans cesse de la cave de la maison de plage. La seule fois où je les ai surpris en train de rire. Juste tous les 2. Et la façon dont ils se sont arrêtés comme si j'avais interrompu quelque chose. Mais je n'ai pas posé de questions. Je n'ai pas creusé. J'ai choisi. La confiance, la loyauté. J'y croyais parce que c'est ce pourquoi j'ai été élevé. J'aurais peut-être dû écouter plus attentivement. J'aurais peut-être dû remarquer qu'Isla avait arrêté de fredonner dans la voiture. Que Malcolm appelait moins sa fille et prononçait plus souvent son prénom. Qu'à chaque fois que je disais « je t'aime », elle marquait une pause avant de répondre. Je pensais qu'être un homme signifiait être stable, calme, encaisser les coups et persévérer. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que le silence peut aussi être une faiblesse. Que parfois, en tenant tout ensemble, on ne percevait pas le bruit de la rupture. Il y a 3 mois, je pensais tout avoir. Un fiancé qui m'embrassait comme si le monde allait s'écrouler. Un père qui me disait que je le rendais fier. Une vie pleine de projets et de dates entourées sur des calendriers. Et maintenant, je sais que rien de tout cela n'était réel. Ni l'amour, ni les sourires, ni l'homme que j'appelais papa, et certainement pas la femme qui m'avait promis l'éternité tout en planifiant quelque chose de complètement différent. Je ne construisais pas un avenir. Je décorais un mensonge. Tout a commencé par un coup à la porte. Un son simple et banal qui, en temps normal, serait passé inaperçu. Mais, quand Léo s'est présenté à ma porte ce soir-là, échantillon de bouquet à la main et l'inquiétude gravée sur son visage à la mâchoire carrée, j'aurais dû y prêter attention. Au lieu de cela, je l'ai accueilli avec un demi-sourire, pensant qu'il était là pour admirer les fleurs de notre mariage. Après tout, qu'est-ce qu'il apporterait d'autre à 19h? Salut, mec, a-t-il dit en déplaçant la boîte de fleurs sous son bras. Isla m'a demandé de les lui apporter. Il a tapoté les échantillons. Des roses, des pivoines, des hortensias, tous plus délicats les uns que les autres. Elle veut se décider ce soir. J'ai hoché la tête, forçant mon regard à croiser le sien. Merci, Léo. Je vais les poser sur la table. Je le guidai vers le salon, inconsciente de son regard s'attardant sur mon visage. Il fronça les sourcils et posa la boîte sur la table basse avec un soin délibéré. « Ça va ?» demanda-t-il, nonchalamment mais avec insistance. « Tu as l'air fatigué. » Juste fatigué, mentis-je en lissant le tissu de ma chemise. Le travail a été dur cette semaine. Délai de conception, présentation client, ai-je haussé les épaules,
comblant la distance qu'il avait créée en frappant à la porte. Il a haussé un sourcil. Oui, mais ce n'est pas tout. Tu ne manges pas. Tu es dans le vague. Et je jure que je t'ai déjà vu fixer ton téléphone comme si tu attendais une mauvaise nouvelle. J'ai ri, essayant de chasser son inquiétude. J'ai la tête en mode mariage. Tu devrais essayer un jour. Je lui ai lancé un coup de poing amical sur l'épaule. Sérieusement, je vais bien, mais Léo n'avait pas l'air convaincu. Il s'est appuyé contre l'encadrement de la porte, les bras croisés. Il se passe quelque chose. Isla a dit quelque chose de bizarre? Quelqu'un t'a envoyé un message? Je ne sais pas, mec. Ton père. Ma poitrine s'est serrée. L'évocation de mon père m'a fait sentir un sentiment de culpabilité. Pourquoi Léo a-t-il suggéré ça? J'ai souri légèrement. Papa lui envoie un message parce qu'elle est la mariée. Il est excité. C'était techniquement la vérité, mais seulement à moitié. Je n'avais pas mentionné que j'avais remarqué la fréquence de ces textos, les réponses tardives d'Islao qui me laissaient de marbre. Je n'avais pas mentionné le nœud dans mon estomac que je n'arrivais pas à dénouer. Léo secoua la tête. D'accord, mais si tu as besoin de quoi que ce soit, je sais. Je tendis la main et lui donnai une tape dans le dos. Merci de t'être occupé. Il me lança un dernier regard inquiet et partit. Je le regardai partir, les feux arrière de sa voiture clignotant une fois avant de disparaître au coin de la rue. Je fermai la portière et m'y adossai, prenant une inspiration que je n'avais pas remarquée. Les échantillons de bouquets étaient posés sur la table basse, comme d'innocents spectateurs. Je me passai la main dans les cheveux et me forçai à sourire. Je commençais à devenir paranoïaque. La journée avait été longue. Demain, je me ressaisirai, je me concentrerai sur les derniers plans de table, et tout reprendrait son rythme paisible qui me convenait. Mais l'univers en avait décidé autrement. Quelques nuits plus tard, je rentrai tôt du bureau, 3 heures en avance, pensant surprendre Isla. Avec un café de notre café préféré, j'ouvris la porte d'entrée et la douce lumière jaune de notre appartement. L'odeur des grains torréfiés flottait dans l'air. Mais quelque chose dans la chambre d'amis semblait différent. La porte était entr'ouverte. Un filet de lumière ambrée se répandit dans le couloir. Je marquai une pause, le cœur battant. J'aurais dû frapper. J'aurais dû appeler. Bon sang, j'avais même envisagé d'envoyer un SMS pour dire que j'allais passer, mais la peur et la suspicion me glaçaient. J'avançai, chaque pas pesant sur le parquet. Plus je m'approchais, plus l'odeur de l'eau de Cologne devenait forte. Familière, trop familière. Les notes musquées et croquantes que je reconnaissais comme celles de mon père. Je m'arrêtai sur le seuil sans frapper, la main sur la poignée. À l'intérieur, Islao se tenait près de la fenêtre, le clair de lune peignant sa silhouette d'argent. Sa robe était serrée autour d'elle, mais elle paraissait nerveuse, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule comme si elle attendait. Ce spectacle aurait dû me réconforter, mon fiancé chez nous, en sécurité et au chaud. Au lieu de cela, il me galvanisa. Je savais qu'il y avait quelqu'un d'autre. Cette pièce. Isla. Ma voix était douce, incertaine. Elle sursauta et pivota. Sa robe glissa d'une épaule, et je la vis respirer. L'espoir que j'avais ressenti pendant une fraction de seconde s'éteignit instantanément. Lucas. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle essaya de boutonner sa robe, les mains tremblantes. Je fis un pas à l'intérieur, perplexe. Que fais-tu ici? J'ai scruté la pièce et je l'ai vue. Mon père, à moitié caché dans l'ombre, chemise déboutonnée, manches retroussées. Sa posture était tendue. Il semblait se recroqueviller contre le mur, comme un homme pris entre la fierté et la honte. Mon pouce accéléra. Papa. Il s'éclaircit la gorge, les yeux se détournant. Je ne m'attendais pas à ce que tu rentres si tôt. J'avais l'impression que le temps ralentissait. J'aurais voulu lui demander depuis combien de temps il était là, à quelle fréquence, ce qu'il lui avait dit. Au lieu de cela, les mots qui sortirent furent tranchants. Isla, pourquoi son eau de Cologne sent-elle cette pièce? Elle ouvrit la bouche, puis la referma, cherchant une réponse que je savais qu'elle n'avait pas. Mon père essaya d'avancer. Tu t'avances pour m'assiéger. Lucas, fiston, ce n'est pas ce que tu crois. Je l'ai interrompu. Et après? Papa, explique-moi exactement ce qui se passe.
Elle s'est serrée dans ses bras. Sa voix tremblait, mais j'ai entendu son mensonge. L'organisatrice du mariage était là, rien que l'organisatrice. Le mensonge m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Elle m'a regardé dans les yeux en le disant. À cet instant, quelque chose en moi qui s'accrochait à la confiance a craqué. Je me suis détourné, la rage au ventre. Je ne peux pas faire ça maintenant. Ma voix était rauque. Sans un mot de plus, je suis sorti en claquant la porte derrière moi. Leurs pas ont suivi, mais j'étais déjà à mi-chemin du couloir avant de les entendre s'arrêter. Dehors, l'air nocturne m'enveloppait, froid et impitoyable. J'ai fouillé dans ma poche, sorti mon téléphone et composé le numéro de Léo. Quand il a répondu, je n'ai pas dit bonjour. Apporte-moi une clé USB du bureau, ai-je ordonné, et retrouve-moi à la maison de plage dans 30 minutes. Il a hésité, puis a répondu. Pourquoi? Pas de question, dis-je. Viens, tout simplement. J'ai raccroché et démarré à toute vitesse dans ma voiture, les phares perçant l'obscurité. Mon esprit s'emballait, l'adrénaline bourdonnait dans mes veines. Leur trahison n'était plus une simple rumeur. Ce n'était plus un peut-être que je pouvais ignorer. C'était réel, et immédiat. C'était une fissure dans ma vie qui menaçait d'engloutir tout ce que je construisais. Quand Léo et moi sommes arrivés à la maison de plage, la lune était haute, scintillant sur l'eau. J'ai attrapé mon sac d'ordinateur portable et mes clés. Il m'a tendu la clé USB sans un mot. La maison était vide, sombre, silencieuse, la porte d'entrée déverrouillée. Je l'ai laissé entrer et j'ai allumé le moniteur de sécurité que nous avions installé des semaines auparavant. J'ai lancé la lecture du fichier intitulé « Entrée de la chambre d'amis ». L'image était granuleuse au début. Puis l'image s'est éclaircie. Isla en peignoir regardait nerveusement autour d'elle. Mon père entrant, du vin à la main, la porte se refermant derrière lui, leurs visages si proches que je pouvais sentir leur respiration, le baiser, lent, délibéré, intime. Je l'ai revu. Et encore, chaque rediffusion enfonçait les clous dans le cercueil de ma confiance. Léo posa une main sur mon épaule, une solidarité silencieuse face à la trahison. Quand j'éteignis enfin l'écran, mon reflet me fixa sur l'écran sombre, pâle, les traits tirés, tel un homme qui venait de voir ses fondations s'effondrer. Je pris une inspiration et dis, je ne vais pas ignorer ça. Léo hocha la tête. Et maintenant? Je déglutis, l'amertume tenace sur ma langue. On se prépare. Ils pensent que le cachet empêche que ça soit réel. Ils ont tort. Il sortit son téléphone de sa poche. Tu veux l'envoyer à tout le monde? J'hésitai une seconde, puis secouai la tête. Pas encore. D'abord, on en termine à mes conditions. Ma poitrine se serra, sa résolution se cristallisant en action. J'avais aimé de tout mon cœur. La foi, l'espoir, la promesse de l'éternité. Maintenant, je me protège avec la même intensité. Mon monde s'était fissuré, révélant les contours acérés de la vérité. Il n'y avait pas de retour en arrière. En quittant la maison de plage sous la lune vigilante, je savais deux choses. Je n'étais pas la victime qu'il pensait être, et je prendrais le contrôle de cette histoire, même si cela réduisait en cendres tout ce qui m'était cher. Lorsque Léo me glissa la clé USB dans la paume, son regard était indéchiffrable, mi-inquiétude, mi-défi, comme s'il savait exactement les dégâts que ce minuscule appareil pouvait causer. J'avais à peine hoché la tête qu'il était parti, disparaissant dans la nuit tel un fantôme retournant à ses repères. Je restais seul dans le salon de la maison de plage, le bourdonnement de la climatisation pour seul bruit. Le vent salé faisait vibrer les palmes dehors. Je sentais le poids du disque dur dans ma main, froid et métallique, signe avant-coureur de tout ce que j'allais affronter. Je me dirigeais vers la longue table en bois où nous avions autrefois partagé des dîners de homard après des projets menés à bien avec brio. La lumière des bougies vacillait au-dessus de nos rires. La table était désormais vide, les bougies fondues, et le fantôme de nos conversations persistait dans le veinage du bois. Je branchai le disque dur à mon ordinateur portable, grimaçant devant la finalité de l'acte. Chaque clic, chaque son du disque dur résonnait dans ma poitrine. L'écran s'alluma et je naviguai jusqu'au seul fichier du disque, beachhouse.mmp4. Mon cœur battait fort lorsque j'appuyais sur lecture. Les images commencèrent à devenir granuleuses et sombres. J'ajustai l'angle jusqu'à ce que la caméra de sécurité installée au-dessus de la porte capture le seuil, juste au-delà de la lumière du porche. Dans le cadre, une silhouette apparut,
hésitant un instant avant de traverser la pièce. J'avalai difficilement en reconnaissant la silhouette familière de Isla, vêtue de sa robe de soie pâle, conçue pour être élégante, mais peut-être plus pour le confort que pour la cérémonie, s'arrêta près de la fenêtre, les mains tordant le tissu à sa taille. Je la regardais regarder autour d'elle, ses yeux s'agitant comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un me voie, à ce que quelqu'un voie Léo, mais elle ne vit que des ombres. Puis une autre silhouette apparut, se découpant dans l'embrasure de la porte. Mon père, Malcolm, portait une bouteille de Chablis. Je sentis la bile me monter à la gorge tandis qu'il posait le vin sur la petite console, en prenant soin de ne pas le laisser bouger. Il dénoua sa cravate, comme il le faisait toujours pour se détendre après une journée tendue. Je détestais cette cravate. C'était un cadeau de ma mère avant sa mort, et mon père me l'avait transmise. Maintenant, c'était un accessoire de trahison. Mes mains tremblaient en le regardant réduire la distance entre lui et Isla. Leurs visages se précisèrent. Elle semblait anxieuse, les lèvres entr'ouvertes comme pour s'excuser. Il tendit la main, écarta une mèche de cheveux de sa joue, et à cet instant, le murmure de son souffle était audible. Elle leva la main, et ma poitrine se serra lorsque ses doigts effleurèrent le revers de sa veste. Quelque chose dans son langage corporel était tendre, intime, une caresse destinée à un amant, pas à un beau-père. Ils se tenaient près l'un de l'autre, puis leurs lèvres se rencontrèrent. Ce n'était pas un frôlement rapide ni un baiser destiné à choquer. C'était lent, langoureux, plein de familiarité et d'intention. Ils s'embrassèrent comme s'ils l'avaient déjà fait 100 fois, comme si le cachet à moi et au reste du monde ne faisait que le rendre plus doux. J'appuyai mes paumes sur la table, luttant contre l'envie de fracasser l'ordinateur portable à travers la pièce. J'attendis, engourdi, qu'ils s'enfoncent plus profondément dans la pièce, leurs mains explorant, leur corps penché au rythme d'un désir que j'avais autrefois réservé à Isla seule. J'appuyai sur pause. L'écran se figea sur leurs formes enlacées, son visage enfoui dans son cou, sa tête renversée en arrière, en signe de reddition. Je les fixai de longues secondes, guettant une erreur, un faux pas, un signe d'incertitude, mais il n'y en eut aucun. La trahison était délibérée. J'ai avalé, goûtant le métal. J'ai repris la lecture et les laissé jouer jusqu'au bout, jusqu'à ce que la caméra les capture s'échappant par la porte de derrière, disparaissant dans la brise nocturne. J'ai rembobiné, rejoué, observant chaque détail, mémorisant chaque geste, chaque soupir, chaque instant volé que je n'avais jamais imaginé. J'ai finalement fermé l'ordinateur portable avec un claquement sec, si brusque que j'ai cru que le verre allait se briser. Mais seul le silence a suivi. La maison semblait plus froide, plus vide, comme si les murs eux-mêmes reculaient devant la vérité. Je suis resté assis là un long moment, les yeux fixés sur l'écran noir, les disques durs vides toujours branchés, preuve de leur tromperie. Tous mes plans, toutes mes pensées heureuses se sont effondrées. J'ai compris que construire une vie ne se résumait pas à des fondations et des plans. C'était une question de confiance, du lien sacré entre les âmes. Et ce lien avait été brisé sous le joug de mon père et l'ambition égoïste de mon fiancé. J'ai serré la clé USB et me suis levé, arpentant le salon d'un pas lent et mesuré. J'ai pensé. L'alliance de ma mère, maintenant dans la poche de ma veste, promettait l'amour lors d'une cérémonie où l'amour était oublié. Je pensais aux vœux que j'aurais échangés, aux sourires que nous aurions partagés, à l'avenir que nous aurions construit, à toutes les illusions, à chaque cérémonie une farce si les cœurs impliqués étaient pourris. Mon téléphone vibra, Léo prenant de mes nouvelles. Je le coupai, sachant que j'avais besoin d'un moment seul avec ma rage et mon chagrin. Je me dirigeai vers les portes coulissantes et m'avançai sur le pont, le clair de lune peignant l'océan d'argent, se moquant de moi par sa beauté sereine. La marée murmurait contre les pilotis, une berceuse constante et indifférente. Je respirai profondément, laissant l'air salin emplir mes poumons, me purifiant des mensonges que j'avais digérés. Pour la première fois depuis des mois, la clarté m'apparut. Je la goûtais dans l'air nocturne. Vive et vivifiante. Je pensais à la loyauté de Léo. Comment il avait installé cette caméra. Comment il m'avait donné la preuve dont j'avais besoin. Je lui devais tout. Il n'était pas qu'un ami. C'était le frère que j'avais choisi. Et j'aurais besoin de lui pour traverser les décombres, pour me soutenir tandis que je choisissais une nouvelle voie à travers les décombres de ma vie. À l'intérieur, je suis retourné à la table, j'ai sorti la clé USB et je l'ai glissée dans ma poche. J'ai débranché l'ordinateur portable et refermé le couvercle. Le léger clic résonna comme un jugement dernier. J'ai rassemblé les échantillons de bouquets que Léo avait laissés quelques jours auparavant,
maintenant fanés sur les bords, et je les ai jetés par terre. Les pétales se sont éparpillés comme des promesses abandonnées. Je me suis accroupi et je les ai pris dans mon poing, les écrasant jusqu'à ce qu'un parfum de trahison s'en échappe comme de l'encens. Puis je les ai laissés tomber, les pétales flottant sur le parquet comme une tache de sang. Je savais ce que je devais faire. Je me tiendrai devant cet autel, l'écrin à bague vide dans ma poche, et je révélerai la vérité moi-même. Ils pensaient pouvoir garder leur secret, que l'instant passerait, que le mariage se déroulerait sans tâche. Mais je serai l'artisan de mon propre salut, démantelant leurs mensonges par mes mots. Je montrerai au monde entier. Comment deux personnes en qui j'avais confiance pouvaient-elles me trahir à ce point? Et je quitterai ces ruines avec toute ma dignité. J'ai quitté la maison de plage sous la pâle lueur de la lune, les clés tremblant dans ma main, sans un regard en arrière. La clé USB pesait lourd dans ma poche, le fardeau de la vérité et la promesse de justice, le tout empaqueté dans cette coque métallique sans prétention. Je suis parti, les phares traçant un chemin dans l'obscurité, déterminé à en finir une fois pour toutes. Mon monde s'était effondré, et j'étais prêt à réclamer les morceaux qui m'appartenaient. Le hall de l'hôtel Radmore était un exemple de politesse, des piliers de marbre luisaient sous les lustres, le doux murmure des voyageurs nocturnes, le tintement lointain d'un glaçon dans un verre du bar. Je me suis glissé par les portes automatiques sans regarder le bureau. L'employé a hoché la tête sèchement en prononçant mon nom et a pris la carte clé qu'il me tendait. D'où 517. J'ai croisé un groupe de touristes, consultant des cartes, tous, parfaitement inconscients de la catastrophe. Se déroulait dans mon monde. Je serrais la clé USB dans ma paume, les jointures blanches comme si ces bords métalliques brûlaient de souvenirs. La montée en ascenseur se fit silencieusement, les portes s'ouvrant dans un soupir discret, révélant un long couloir tapissé d'un bleu marine profond, éclairé par des appliques qui projetaient de doux cercles de lumière sur les murs. Au bout, je trouvai la porte numérotée en laiton. Je glissai la carte, la poussai et pénétrai dans une suite qui aurait normalement dû paraître luxueuse. Un lit king size, des fauteuils moelleux, un bureau avec vue sur les lumières de la ville. Ce soir-là, j'avais l'impression que c'était le prélude à ma ruine. Je déposai mon sac sur l'une des chaises et me dirigeai vers le minibar, vérifiant les prix sans réfléchir. Un petit bourbon ne ferait pas de mal. Je soulevai une bouteille, le liquide ambré scintillant, puis la reposai. Je n'avais pas besoin d'une autre gorgée de fausse clarté. Au lieu de cela, je me dirigeai vers le bureau, ouvris mon ordinateur portable et posai la clé USB à côté. Je m'assis au bord du lit, la colonne vertébrale raide, et laissai mon esprit se concentrer. Revoir les images, les messages, les moments que j'avais reconstitués comme les fragments d'un miroir. Chaque fragment reflétait la même vérité, la trahison. J'ai ouvert le dossier sur le disque dur et j'ai regardé les deux fichiers, beachhouse.mpp4 et message-babackup.txt. Ma gorge s'est serrée. J'ai d'abord ouvert le fichier texte, observant le défilement des lignes de conversation. Je ne peux m'empêcher de penser à la nuit dernière. Les mots d'Isla ponctués d'émojis en forme de cœur. Tu es mon secret. La réponse de mon père, horodatée à 2 heures du matin. Leur langage était intime, possessif, comme s'ils se possédaient l'un l'autre. J'ai relu les messages, mémorisant la syntaxe de la tromperie. L'alliance de ma mère a glissé de ma poche, souvenir glacial de promesses non tenues. J'ai touché sa surface lisse, me souvenant du jour où je l'avais placée au doigt d'Isla dans mes rêves. Maintenant, c'était un témoignage de ma propre naïveté, scintillant d'un éclat moqueur à la lumière de la lampe. Mon téléphone a vibré. Léo, j'ai ignoré, il la laissa bourdonner encore, puis encore. Finalement, je répondis, ça va. Sa voix était basse, posée. Il aurait pu demander n'importe quoi, mais il choisit 3 mots. J'exhalai. Je vais bien, dis-je, même si la délicatesse de mon ton n'aurait trompé personne. Je réfléchissais. Besoin que je monte? Proposa-t-il. Je parcourus la suite du regard comme si c'était un tombeau. Non, murmurai-je. J'ai besoin d'être seul. Il hésita. Souviens-toi, tu n'es pas obligé de continuer demain si je le coupe. Je le ferai, dis-je fermement. J'ai pris ma décision. Je vais finir à ma façon. D'accord, dit-il doucement. Appelle-moi si tu changes d'avis. La ligne fut coupée, et je me retrouvai seul. J'ouvris la vidéo, revenant à la première image. Isla entrant, sa robe effleurant le sol, la lumière du porche projetant sa silhouette.
L'entrée de Malcolm, la retenue disparaissant de son visage tandis qu'il la regardait, le silence de leur première étreinte, puis le son, doux mais inimitable, des lèvres serrées l'une contre l'autre. Je fixais du regard, d'un poids de plomb, incrédule que quiconque puisse faire preuve d'une telle infidélité derrière mon dos, dans le lieu même que notre famille avait construit pour le bonheur. Les images défilèrent sur eux, s'attardant près de la fenêtre. Les yeux fermés, les mains de Malcolm glissant sous la ceinture de la robe, Isla penchée, le corps cambré vers lui. J'interrompis la lecture au moment où leurs corps se pressèrent si près que sa robe s'ouvrit, révélant la courbe de son épaule. Dans l'immobilité, ils ressemblaient moins à des amants qu'à des conspirateurs. J'éteignis brusquement l'ordinateur portable, la lueur de l'écran s'éteignant brusquement comme un éclairage de stade en panne. Ma chambre tomba dans l'ombre, à l'exception du pouls de la ville à l'extérieur de la fenêtre. Je m'approchai de la baie vitrée et y appuyai ma main, regardant les néons et les lumières des taxis se brouiller sous les gouttes de pluie. Un orage se préparait, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de moi. Je sortis l'écrin de ma veste et l'ouvris. La bague que j'avais commandée la semaine dernière, un solitaire en platine, reposait dans du velours. Le regarda. Cela n'avait jamais rien voulu jusqu'à présent. J'ai fermé la boîte et je l'ai repliée dans ma poche, résolvant que demain, il resterait vide, une déclaration plus puissante que n'importe quel bijou. L'horloge sur la table de nuit allut 3007 heures du matin. J'avais décidé de ne pas dormir. Le sommeil serait abandonné et la remise n'était plus une option. Au lieu de cela, j'ai jeté l'invitation de mariage sur le bureau, adressée dans mon scénario élégant, pour partager notre joie. C'était comme une blague cruelle. J'ai attrapé un stylo et monté le texte de l'invitation, réécrivant sous les vieux mots et l'écriture fragile. La vérité ne sera pas réduite au silence. J'ai glissé une copie de cette note, le lecteur flash et la boîte d'anneaux dans une enveloppe de manille. Je l'ai scellée, les volets gommés collant fermement, une petite tombe pour la loyauté auquel je croyais autrefois. J'ai rythmé la suite, déterminé à affiner mon plan. Je me présenterai à la cathédrale, omniprésente et vierge smoking, ne portant qu'une boîte vide et un microphone. Je demanderai à parler et à livrer les limites à Révérend Kingsley. Il l'ouvrirait devant tout le monde et jouait la vidéo, lisait les textes et exposait les mensonges en temps réel. C'était dramatique, mais c'était un drame. Je méritais de réécrire le script qu'ils avaient fait défiler sur ma vie à l'encre secrète. Mon téléphone a de nouveau bourdonné. Cette fois, j'ai répondu immédiatement. C'était Isla. Son nom cligna sur l'écran. Mon doigt planait. Pendant un moment, je me suis demandé ce que la santé mentale pourrait dire. Ensuite, j'ai appuyé sur le déclin et j'ai fait taire l'appel. Aucune excuse n'aurait jamais d'importance. Pas après ça. Je suis allé au minibar, j'ai versé un verre d'eau et j'ai bu lentement, dégustant le vide. Ensuite, je me suis allongé sur le lit, regardant le plafond où les motifs de fumée ont dansé de l'évent. Pour les murs, un sol, un plafond. Ce n'était pas une prison, mais c'était proche. Dans le silence du petit matin, j'ai ressenti la douleur familière de la solitude, mais en dessous, une étincelle de résolution brillait. J'avais chez moi pour la trahison. Maintenant je serais un navire de la vérité. La pluie a commencé à se moquer de la fenêtre, douce et stable, brouillant les lumières de la ville en étoiles tremblantes. J'ai fermé les yeux et laissé le rythme me perdre, pas pour dormir, mais pour me calmer. Demain, je resterai sous un autre autel de jugement, celui construit sur l'honnêteté. Demain, je reparais avec ma liberté intacte. Et ce soir, je continuerai à veiller sur les fragments de la vie que je devais démanteler pour redevenir moi-même. Je suis arrivé à la cathédrale de Saint-Bartholomew dans le silence avant l'aube, bien avant que la plupart des invités ne fassent rejeter. Le ciel était un gris pâle, le soleil toujours une rumeur à l'horizon, et les marches de pierre étaient cool sous mes Oxford polis. Alors que je montais vers les grandes portes en bois, mon reflet clignote dans les panneaux de verre, le smoking immaculé, le nœud papillon bien ajusté, les cheveux peignés, mais derrière le plaquage du marié que j'avais été, il y avait une tempête à peine contenue. Je me suis arrêté au seuil, j'ai pris une profonde inspiration de l'air humide du matin et je me suis rappelé que j'étais contrôle. À l'intérieur, la cathédrale se trouvait une caverne de lumière et d'ombre changeantes. Des bougies avaient été disposées sur des stands en fer pourri. Leurs flammes scintillent comme des sentinelles vives. Les tuyaux d'organes se sont levés au-dessus, silencieux et imposants. Ribbons de velours drapés des extrémités du banc. Des bouquets de lys blancs et du souffle de bébé attachés avec un ruban d'ivoire marquant la procession du marié.
Un quatuor à cordes uniques à répéter dans le loft. Un violon, un alto, un violoncelle et une basse jouant les souches douces et pleines d'espoir qui annonceraient plus tard l'entrée d'Islao. La musique était cruelle dans le vide, comme une promesse que je ne tiendrais pas. Je me suis déplacé dans le sanctuaire, en examinant chaque détail. Les stands de chorale à ma droite, sculptés d'anges chantant des louanges semblaient presque moqueurs. Sur ma gauche, une rangée de bancs vides portait des cartes de nom, la famille du marié, les amis proches, les invités distingués. Comment pourraient-ils tous être si prêts à célébrer un syndicat construit sur des mensonges? Ma poitrine se resserre en pensant au moment où toutes ces cartes de nom deviendraient des billets pour assister à une révélation, pas un mariage. Mon père Malcolm s'est approché d'une papillon sacrée déjà en place, les mains jointes derrière son dos. Il fit une pause quand il m'a vu, fierté se courissant dans les coins de sa bouche. Tu as l'air vif, fils, dit-il doucement, la voix chaude. Je me tournai pour lui faire face, l'expression neutre. Merci, répondis-je. Les mots étaient cassants sur ma langue. Il reposa une main sur mon épaule. La même main qui m'avait appris à lier une égalité, à la juge du tribunal, à rester debout. Ses doigts s'attardèrent comme s'il offrait du confort. J'ai résisté à l'impulsion pour m'éloigner. Nuit difficile? Demanda-t-il doucement. J'ai forcé un rire. Vous pourriez dire cela. Il sourit, ne sachant pas. Aujourd'hui, le jour où vous montrez au monde à quoi ressemble l'amour, Lucas. J'ai avalé. Oui, aujourd'hui. Il a serré mon épaule et est passé à autre chose, me laissant seul dans le silence d'arche voûtée. J'ai fermé les yeux un instant, imaginant le lecteur flash brûlant dans ma poche, son poids est une promesse secrète. Il n'y avait pas de retour en arrière. De côté as, Léo, mon meilleur homme, a émergé, ajustant ses boutons de manchette. Son visage était illisible, mais ses yeux étaient solidaires. Il a glissé la boîte à bagues dans ma poche de poitrine sans un mot. J'ai hoché la tête, reconnaissant le petit arsenal de la vérité que nous avons porté. Il a vérifié sa montre et s'est dirigé vers son poste, se fondant dans les détails de la journée tout en gardant son noyau caché. J'ai redressé mes épaules et je me suis dirigé vers l'autel. Le crucifix se profile au-dessus, un juge silencieux. Je me suis agenouillé sur le banc avant, bien qu'il n'y ait pas eu de prière en moi pour le caractère sacré, seulement un besoin désespéré pour la force de dire ma vérité. J'ai fermé les yeux, j'ai senti la douce souffle de l'air de la cathédrale et j'ai imaginé que la congrégation arrive. 20 rangées de visages attendant les vœux que je ne parlerai jamais. Je me souviens de la main sombre d'Isla la veille, ses yeux pâles cherchant le mien pour rassurer. Je me demandais si elle s'attendait à ce que je pardonne, pour continuer. Elle apprendrait assez tôt pour que mon pardon ne soit jamais à moi. Les huissiers sont ensuite entrés, guidant les premiers invités vers leur siège. J'ai entendu de doux murmures d'admiration, le bruissement du tissu, le tirage éloigné des verres à champagne alors que la famille et les amis se sont rassemblés dans le narthex. Bientôt, le quatuor est tombé dans la mélodie d'ouverture de Yazoo, la joie du désir de l'homme, et les portes de l'extrémité se sont ouvertes pour l'entrée du père avec la mariée. Mais avant cela, je me levai, me volant et me dirigeai vers le pupitre à l'avant à gauche de l'autel. Le microphone attendait, son maillage argenté brillant. La Bible cérémonielle du pasteur était fermée à côté. J'ai parcouru un doigt le long des sculptures gothiques sur le bord du pupitre. Rose et vigne, symbole d'amour et de croissance qui se sentaient maintenant tordus autour d'un noyau épineux de trahison. J'ai soulevé le micro, testé le volume, en veillant à ce que ma voix se porte. J'ai inhalé, la dégustation d'air de l'encens et des attentes. L'arrivée d'Isla a été signalée par le silence qui est tombé sur le cathédrale. La mélodie gonfla alors qu'elle entrait dans l'arche, son train blanc se repliant derrière elle comme une rivière de soie. Son visage brillait, une floraison fragile de lumière. Et pendant un moment, je me suis souvenu du jour où nous nous sommes rencontrés. Son rire comme cristal, son feu sans surveillance. Mais maintenant, j'ai vu le moindre tremblement dans ses lèvres, le choc dans ses yeux quand elle m'a vu debout sur le pupitre, pas à l'autel. L'expression de son père est passée de la fierté à la confusion, et le quatuor bégaya dans leur musique. Le pasteur, le révérend Kingsley, jeta un coup d'œil entre nous, la réalisation se rendant dans ses yeux. Il ouvrit la bouche comme pour me rappeler chez moi, puis s'arrêta. J'ai soulevé le micro. Bonjour, dis-je, ma voix claire et résonnante. L'organiste a rompu 1000 notes. Le quatuor laissa tomber leurs arcs et la congrégation était rigide, les yeux écarquillés. Merci d'être venu.
Un faible murmure a traversé la foule. Je l'ai laissé construire avant de continuer. Je sais que tu es ici pour assister à un mariage. Vous avez voyagé. Vous vous êtes habillé de votre meilleur. Vous vous êtes préparé à partager des vœux qui lieront deux cœurs ensemble. Mais je suis devant vous pour faire quelque chose de complètement différent. J'ai parlé délibérément, le regard balayant les bancs, les visages flous dans une mer d'anticipation et de confusion. J'ai promis Islaore McKenna ma vie, mon amour, ma fidélité. Je voulais dire ces promesses avec chaque fibre de mon être jusqu'à ce que j'apprenne la vérité. J'ai tendu dans ma poche et j'ai maintenu le lecteur flash. Des halètements résonnaient de la pierre. Je laisse le silence s'étirer avant de parler à nouveau. Ce lecteur contient une preuve. Preuve de trahison si complète qu'elle exige la lumière. Mon père Malcolm Callahan et mon fiancé Islaore McKenna ont choisi le secret pour l'honnêteté, la luxure de l'amour, une affaire cachée derrière mon dos. J'ai vu le pasteur tendu derrière moi, mais j'ai insisté. Je ne procéderai pas au vœu à une femme qui partage son lit avec mon père. Je refuse d'être le fou dans une farce familiale. Aujourd'hui, je choisis la vérité. J'ai baissé le micro et fait un geste vers Léo qui se tenait dans l'allée latérale. Il a connecté le lecteur au système de projection et les images clignotaient sur un écran discret configuré pour le flux en direct de la cérémonie. La vidéo lue. La robe pâle d'Islaore, la main de mon père s'attardant sur sa taille, leurs lèvres se réunissant dans une trahison pour les âges. La congrégation murmura, le choc et l'incrédulité dans une égale mesure. Le pasteur trébucha en arrière, la bouche ouverte, tandis que le père d'Isla s'avança, l'horreur traçant son visage. J'ai regardé directement Isla, les yeux flamboyants. Je t'aimais. Je voulais notre avenir. Mais l'amour exige le respect et le respect exige l'honnêteté. Je ne resterai pas ici et je mentirai. Je me tournai et descendis l'allée, l'écho de mes chaussures fort contre le marbre. Chaque tête tournait, chaque souffle tenait. J'ai dépassé ma mère stupéfaite, affalée sur son siège, et ma sœur, essuyant les larmes. J'ai repéré Léo en attendant les portes. Il est tombé et a marché à côté de moi, tuteur silencieux de ma détermination. Nous sommes sortis dans la matinée brillante, les portes se rapprochant doucement de nous. Le quatuor à cordes a recommencé à jouer, mais la mélodie était une clé mineure maintenant, triste et non résolue. J'ai inhalé profondément, la cathédrale se retirant derrière moi comme un rêve. Défaisé. Devant, un nouveau chemin, inexploré mais réel. Je n'étais plus un marié trahi. J'étais un homme renaissant en vérité, prêt à forger un avenir au-delà des ruines des mensonges. Et alors que la lumière du soleil m'avait lancé, j'ai ressenti la première vraie chaleur que je connaissais depuis des mois. Une braise d'espoir vacillant dans les cendres de ce qui était autrefois. Le silence de la cathédrale de Saint-Bartholomew était suffocante. Les bougies vacillaient comme des témoins hésitants le long de l'allée centrale, leurs flammes tremblantes à l'idée de ce qui allait se dérouler. Mon cœur a battu mes côtes avec une férocité qui ressemblait moins à la peur et plus à un but juste. Je me tenais au pupitre où plutôt j'avais tranquillement livré ma vérité. Et maintenant, je tenais à nouveau le microphone comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage me joignant à la clarté dont j'avais désespérément besoin. Derrière moi, l'écran brillait toujours avec les derniers cadres des images. Mon père Malcolm et mon fiancé Isla ont enfermé leur trahison. Leur image est restée suspendue pendant un instant de plus avant que la projection ne se décède en noir, et tout ce qui restait était le tourbillon. Des yeux larges et des mâchoires lâches dans chaque banc. J'ai avalé, sentant la sécheresse dans ma gorge, la saveur métallique de l'adrénaline enrogue ma langue. Puis j'ai regardé la congrégation rassemblée, préparée à terminer ce que j'avais commencé. Le pasteur, le révérend Kingsley, a coulé sur ses tabourets, son expression un mélange d'incrédulité et de service blessé. Il serrait sa Bible comme s'il pouvait le protéger du bouleversement. Des fleurs tombaient sur des piédestaux drapés blancs, comme si elles pleuraient la cérémonie, elles étaient censées sanctifier. Isla se tenait au bord de l'autel, sa robe une accusation silencieuse de pureté des faits. Son regard vacille de moi au pasteur et vice-versa comme si elle s'attendait à ce qu'un miracle ressuscite le caractère sacré de la journée. Mais aucun miracle n'arrivait. Mesdames et messieurs, j'ai commencé ma voix stable malgré le tumulte en moi. Ce que vous avez vu était plus qu'une perturbation. C'était un calcul. Je ne me tiens plus ici comme un marié qui attend des vœux, mais comme un homme qui refuse de se lier au mensonge. Les murmures ont percuté les bancs. Je les laisse passer, sentant leur poids et les laissant tomber comme des feuilles mortes. Je me tournai légèrement,
m'adressant directement à Isla et j'ai senti la chaleur de ses yeux brûler à travers moi. Isla et McKenna, j'ai poursuivi. Vous vous teniez ici il y a quelques heures, prêt à promettre votre vie. Tu m'as regardé comme si j'étais tout pour toi. Pourtant, derrière ce sourire, vous avez porté une trahison dans votre cœur. Elle ouvrit la bouche comme pour protester, pour balbutier des excuses, mais j'ai levé la main. Ne sauvez pas vos mensonges, vos excuses pour les chambres vides où personne ne s'en soucie. Ses épaules s'affaissèrent. La couleur s'est épuisée de son visage jusqu'à ce qu'elle ressemble à une statue sculptée de l'albâtre. J'ai tourné mon regard vers la congrégation. Je ne resterai pas ici et je ne mettrai pas des vœux que les deux personnes en qui je faisais confiance ont déjà brisés en secret. La voix du pasteur se craqua en se levant. Lucas, le sacrement, il a vacillé, jetant un coup d'œil à la boîte à bagues vide dans ma poche de poitrine. Les vœux. Les vœux n'ont pas encore été parlés. J'ai hoché la tête gravement. Précisément. Je m'arrêtai, laissant le poids de mes mots se déposer comme de la poussière dans l'air immobile. Le mariage est plus qu'une cérémonie. C'est une alliance de confiance, une promesse mutuelle de se soutenir mutuellement par la joie et par la douleur, par la fidélité et par les difficultés. Mais lorsqu'une partie choisit le secret plutôt que l'honnêteté, la soif de loyauté, cette alliance est irrévocablement nulle. Des halètements et des chuchotements flottaient comme des oiseaux surpris. J'ai vu une femme se couvrir la bouche, les yeux d'un homme remplis de larmes. Les enfants serrant les mains de leurs parents dans la confusion. J'ai pris une respiration et je me suis préparé pour la dernière étape de cette cérémonie devenue confrontation. J'étais prêt à dire que je fais de ma vie à Isla à l'aimer et à la chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais aujourd'hui, je m'arrêtais, jetant un coup d'œil aux yeux sur le mec comme s'il tirait la force des roses sculptées. Aujourd'hui, je dis à la place, je ne donnerai pas mon cœur à la trahison. Je ne vais pas m'agenouiller avant qu'un autel construit sur des mensonges. Et donc, révérend Kingsley, je vous retourne cela. J'ai tendu dans ma poche et j'ai produit la boîte à bagues vide. Je l'ai ouvert lentement, laissant son intérieur en velours attraper la lumière des bougies, puis je l'ai fermée et la plaça sur le mec à côté de la Bible. Mes mains étaient stables. Mon choix était résolu. 200 pères Dieu ont suivi mes mouvements. Je me retire, inclinant la tête un instant comme dans la prière, mais mon esprit est resté ininterrompu. Isla, je vous publie à partir de ce moment. Dis-je tranquillement, mais chaque mot a atteint le banc arrière. Je vous libère de toute obligation que vous avez prétendu ressentir pour moi. Puissiez-vous un jour apprendre que le véritable amour exige la vérité avant tout. Un sanglot solitaire résonnait derrière moi. Je me tournai pour voir ma mère, des larmes coulant sur ses joues alors qu'elle les essuyait avec une dentelle en hanquis. Mon cœur se serra, car je savais que cette scène était aussi dévastatrice pour elle que libératrice pour moi. Mais il ne pourrait y avoir de compromis maintenant. L'autel avait été profané, la cérémonie souillée. J'ai jeté un dernier coup d'œil à mon père, sa masse stoïque s'effondrait, sa culpabilité gravée dans chaque ligne de son visage. Et à Isla, dont les larmes sont maintenant tombées librement. Son sang-froid s'est brisé dans une cascade de regrets. J'ai hoché la tête une fois à la congrégation, un geste de fermeture, puis je me suis retourné et j'ai descendu l'allée. À chaque pas, le sol en marbre était comme de la glace sous mes chaussures. Pourtant, j'ai avancé avec un but, guidé par la promesse de la vérité. Léo m'a rencontré à la sortie, glissant un bras à travers le mien comme pour me stabiliser. Nous avons émergé dans la lumière du matin brillante, aveuglante et impitoyable dans sa clarté. Les portes se sont clôturées derrière nous par une finalité solennelle, scellant la cathédrale et les restes des vœux qui ne l'étaient jamais. À l'extérieur, le monde a continué. Des voitures dans la rue, des oiseaux en vol, des étrangers passant sans indice. Mais pour moi, tout avait changé. Mes prochaines étapes seraient incertaines, mais au moins elles seraient honnêtes. J'avais parlé les vœux qui comptaient, pas à une mariée à côté de moi, mais pour moi. J'honorais ma propre dignité, protégeais mon propre cœur et me reconstruis des cendres de la trahison. Alors que je m'éloignais de la cathédrale, j'ai senti le poids de l'ascenseur passer de mes épaules, remplacé par une légèreté née de la vérité. Et bien que les échos de ce que j'ai laissé me suivraient pour les jours à venir, la promesse que j'ai avancée était inviable, je n'échangerai plus jamais mon intégrité contre une cérémonie creux. Le silence qui a suivi mon départ de la chair s'accrochait toujours à la cathédrale comme l'encens persistant. Je suis sorti de l'hôtel et j'ai descendu l'allée aux côtés de Léo, chaque pas faisant écho dans l'espace voûté. Quand j'ai atteint les portes arrière, je m'arrêtai, regardant par-dessus mon épaule sur la scène que j'avais bouleversée.
L'écran de projection clignote avec la mémoire de leur trahison. Mais maintenant, la plateforme était vide, les anneaux tacites, l'autel défait. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant pour la tempête que j'allais déchaîner au-delà de ces portes. À l'extérieur, le soleil de fin de matinée brillait des vitraux, jetant des motifs fracturés sur les dalles. La congrégation s'est répandue sur la place en grappes choquées. Les invités chuchotant désespérément, certains tissus serrants, d'autres regardant fixement les portes de la cathédrale comme s'ils pouvaient rouvrir et les avaler entiers. Quelques photographes ont joqué pour position, leurs caméras cliquaient déjà, en voyant le moment se lançant dans le monde au-delà de ces murs. Je ne ressentais aucune honte, ne résolvais que. Le moment était passé pour le silence. Il était temps de laisser les retombées commencer. J'ai retiré le lecteur flash et la boîte à bac de ma poche, puis je les ai remises à Léo avec un signe de tête solennel. Donnez-les au pasteur, dis-je tranquillement. Soyons sûrs que l'enregistrement est terminé. Il s'est glissé à l'intérieur un instant, revenant avec l'expression stupéfaite du révérend Kingsley et la lumière du soleil radieuse rebondissant sur la croix d'argent sur son vêtement. Il a pris le trajet et la boîte avec des mains tremblantes et a disparu dans la cathédrale, sans aucun doute pour déposer l'épreuve avec les archives de l'église et peut-être la partager avec ceux qui devaient savoir. Je me suis détourné et je me suis dirigé vers ma voiture avec Léo à mes côtés, les questions et les chuchotements qui nous suivent comme des spectres. De temps en temps, une voix appelait « Lucas, où ça va ?» Mais j'ai gardé mon regard fixé devant. Ma peau était serrée, mes poumons qui soient soignés d'air sans entrer par trahison. Quand j'ai atteint la cour, j'ai laissé les portes lourdes en chaîne se fermer derrière moi, scellant la vérité à l'intérieur pour que ceux qui restent pour ramasser les pièces. Le parking était principalement vide, à l'exception de ma voiture et de quelques véhicules invités. Je me suis glissé dans le siège du conducteur, le cuir refroidi contre mon dos et j'ai fermé la porte avec un clic trop définitif. Léo est tombé sur le siège passager, les yeux stables et vigilants. « Quoi maintenant ?» demanda-t-il, et non critique, juste pragmatique. Je me suis expiré, me préparant contre le moment. « Maintenant, je possède l'histoire, dis-je. Ce ne seront pas seulement des rumeurs ou des chuchotements. Il y a un record, une confession à la vue. Ils peuvent essayer de le nier, mais tout le monde l'a vu. » Ma voix était calme, mais mon cœur tonna. J'ai besoin de décider de ce qui vient ensuite, de la façon dont j'avance. Léo hocha la tête. Les gens publient déjà. Les extraits de diffusion en direct sont devenus viraux. Ils l'appellent tout, du mariage du siècle à la trahison ultime. Un rire creux m'a échappé. Cela correspond. Ce sera partout dans les cycles d'actualité ce soir. Je m'arrêtai, le pouce brossant la boîte à bac vide dans la poche de mon manteau. Je veux contrôler le récit. Pas par dépit, mais il n'est donc pas tordu. J'ai regardé Léo. Aidez-moi à rédiger une déclaration. Quelque chose de réel. Pas de facilité juridique, pas de demi-mèche, juste moi possédant mon histoire. Il sourit faiblement. Je l'ai couvert. Nous le rendrons honnête. Pas d'excuse pour avoir dit la vérité. J'ai commencé le moteur. Le bourdonnement du moteur un contraste de mise à la terre avec mes pensées de course. Alors que nous nous redirions, j'ai entretenu des demoiselles d'honneur qui se consolaient sur les marches. Les smokings étincelants des garçons d'honneur se sont désactivés dans un rituel effondré. Ma poitrine s'est resserrée. Un scintillement de regret pour les rêves que j'ai retenus autrefois. Mais il est passé rapidement. Rien ne les raviverait. Il était temps de construire quelque chose de nouveau. En fin d'après-midi, mon téléphone a bourdonné sans cesse. Messages empilés. Les appels manqués de la famille, les chaînes de SMS d'amis, les alertes d'actualité liant les gros titres sensationnels. J'ai fait taire le téléphone et monté sur mon balcon de mon appartement, laissant le pouls de la ville s'installer. Le ciel était une toile meurtrie d'orange et de violet alors que le soleil plongeait. J'ai fermé les yeux et respiré profondément, mentant la douleur dans ma poitrine en calme déterminé. Je me suis connecté à mon ordinateur portable à la petite table en fer pour auprès de la balustrade et j'ai ouvert un document vierge. Le curseur m'a cligné des yeux. J'ai tapé. Hier, je me tenais à l'autel en croyant aux promesses et aux vœux. Aujourd'hui, je ne dis qu'une seule vérité. Je ne me lierai pas à la tromperie. Je choisis l'intégrité plutôt que la tradition, l'honnêteté à la cérémonie et ma propre paix sur l'attente du public. À ceux qui se tenaient avec moi, merci. J'avance en reconstruisant, pas par vengeance.
Mon chemin nous attend, façonné par la vérité. Je l'ai lu 2 fois, ajustant les phrases jusqu'à ce que les mots soient authentiques. J'ai ajouté, je demande la grâce alors que je navigue sur ce tour inattendu dans ma vie. Puissions-nous tous nous rappeler que l'honnêteté, bien que douloureuse, est le fondement à partir duquel la guérison commence. Quand j'étais satisfait, j'ai frappé le poteau. La déclaration est apparue sur mes réseaux sociaux avec un cliquetis de notification. Les commentaires ont afflué. Support, sympathie, choc. Je n'ai pas regardé les chiffres grimper. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis penché en arrière, laissant la brise chaude emporter la lourdeur. Je n'étais plus défini par les ruines de cette cathédrale. J'ai été défini par ma réponse, en menant, en parlant, en choisissant la vérité. Ce soir-là, j'ai appelé ma mère. Sa voix vacilla de soulagement et de chagrin. Je suis tellement fier de toi, Lucas, a-t-elle dit. Votre père, il est à court. Il m'a demandé de vous contacter, mais je lui ai dit de vous donner de l'espace. J'ai écouté ses paroles, le tremblement dans sa voix alors qu'elle pleurait la chute de notre famille de la grâce. Je lui ai dit que je l'aimais et que nous aurions traversé ça. Sa force silencieuse m'a renforcé. Plus tard, j'ai rencontré Léo pour un dîner tardif dans notre pub préféré. Nous nous sommes assis dans un cabine d'angle sous des lumières sombres. Le tintement des verres et de faibles conversations de bombes à nos bords bruts. Au cours des hamburgers et des frites, nous avons planifié les prochaines étapes. Conseil juridique, conseil pour les 2 familles et comment gérer les demandes publiques. Nous avons parlé avec l'honnêteté franche que seule la véritable amitié permet. Énumérant ce que nous avions perdu et ce que nous avions encore. L'intégrité, la clarté, la possibilité d'un nouveau départ. En rentrant chez moi par la suite, j'ai réalisé que bien que mon monde s'était fracturé, ces fragments n'étaient pas des éclats de déchaînement pour être jetés. C'étaient des matières premières pour quelque chose de nouveau. Je forgerais une vie construite sur la vérité, taillant un espace où je pouvais guérir et grandir sans prétention. Alors que je montais les escaliers jusqu'à mon appartement, je ne portais aucun anneau, aucun vœu et aucune illusion. Je ne me portais que moi-même, honnête, blessé, résolu, et la connaissance que mon histoire m'appartenait seule. Dans le calme de mon salon vide, j'ai fermé la porte. Le clic résonnant comme une promesse, la vérité livrée dans un smoking pourrait me libérer. L'air nocturne était frais contre ma peau alors que je montais sur le porche de ma maison d'enfance, maintenant une coquille de souvenirs vacante. Les grandes fenêtres étaient sombres, la pelouse envahie et la lumière du porche, autrefois un phare d'accueil, suspendu comme vous. Mais pas grimpé sur du gravier à l'approche de la porte d'entrée. Lecteur flash reposant lourd dans la poche de ma veste. À l'intérieur, quelques retardataires de la cérémonie se sont attardés. Ma mère sur sa chaise par la cheminée. Tante Rhonda serrant son mouchoir et même mon père s'est effondré contre le mur, les yeux ombragés de honte. Ils m'ont regardé entrer, le souffle pris sur le silence. J'ai placé le trajet sur le manteau à côté du portrait de mariage fané de ma mère. Le col de mon père a été déboutonné, sa cravate une victime de l'effondrement de la journée. Il leva les yeux quand j'ai parlé, sa voix creux. Je veux que vous ayez le dernier mot. J'ai hoché la tête, puis j'ai reculé. Léo se tenait à mon épaule, sentinelle silencieux. Sans un autre mot, je me tournai et je suis parti, la porte cliquant sur moi. Le silence à l'intérieur est resté ininterrompu alors qu'ils se rassemblaient autour de la preuve de ma vérité. Je suis parti sous le silence des chênes anciens, sentant le poids soulevé de ma poitrine. Demain, il ferait face aux conséquences. Ce soir, j'ai récupéré ma paix. La trahison avait brûlé mon monde en cendres. Mais de ces cendres, j'ai trouvé la clarté. Et alors que la lune éclairait mon chemin loin de cette maison, j'ai réalisé que les fins pouvaient devenir des débuts et la vérité une fois libérée ne pourrait plus jamais être contenue. 1 an plus tard, je me tenais sur le podium sous des lumières de conférences brillantes. La bannière à thème lisant, Trousse gagne, est tirée derrière moi. Mon cœur a toujours accumulé avant chaque discours. Mais maintenant, c'était l'anticipation, pas la crainte. Je me suis effacé de la gorge et j'ai commencé, je m'appelle Lucas Callahan. Il y a 1 an, je me suis tenu à un hôtel en attendant des vœux, seulement pour exposer la trahison à la place. Ce moment m'a coûté beaucoup, mais cela m'a donné tout ce dont j'avais vraiment besoin, ma voix. Le public, des centaines d'étrangers, j'ai écouté l'attention brute. Approche, son sourire chaleureux et authentique. Une joie tranquille dans ma poitrine.
la vie et le compagnon que je méritais finalement.